Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus inclinée que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés, ce qui a un effet énorme sur ces saisons. Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années. Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière. Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 km qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km/h, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcans situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planète entièrement faite de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suie tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles 2 nuits de suite à la même heure, mettons à 21h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20h et le lendemain à 23h, tu verras la Lune à 2 endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24 heures pour faire un tour complet. Cela signifie que de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24 heures. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour. Donc si tu sors 2 nuits de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases. Par exemple, la nouvelle Lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine Lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ 1 mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chance sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois Super-Terre. Une Super-Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref,
Ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius, et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius. Cela te semble chaud? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb, et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions. Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelé neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possède des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle Ia-Ia-Ho. Je plaisante. Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive au photon dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelé Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué. Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. À ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limite supérieure à sa masse. Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigue marine et le turquoise pâle. Même certains chercheurs pensaient que c'était le cas. Mais on a réussi à déterminer la couleur cosmique en combinant la lumière de plus de 200 000 galaxies situées à moins de 2 milliards d'années-lumière de notre planète. La vraie couleur est en fait plus proche du beige. Les chercheurs se sont trompés car le logiciel n'était pas correctement calibré. Il a finalement converti le spectre cosmique en la couleur que nos yeux verraient si nous y étions exposés. L'équipe a défini cette couleur comme un latte cosmique. Sans sucre et à emporter, s'il vous plaît. Si tu flottais dans l'espace, personne ne t'entendrait ni chuchoter, ni parler, ni même hurler d'horreur à la vue d'un astéroïde géant filant droit sur toi. Ce n'est pas seulement parce que tu serais loin de la Terre,
Mais le son a besoin de matière pour se propager. Les sons ne sont que des vibrations de molécules et d'atomes dans un milieu comme l'eau ou l'air. Tu captes les ondes sonores par ton canal auditif et ton tympan. Ces vibrations, une fois reçues, se transforment en signaux électriques pour que notre cerveau puisse les comprendre et les reconnaître. La fréquence des sons que les humains peuvent entendre se situe entre 20 et 20 000 Hz. Le son se déplace 4 fois plus vite dans l'eau car les molécules sont plus proches les unes des autres que dans l'air. Naturellement, il se déplace plus vite dans l'acier que dans l'eau et dans l'air. Le son naturel le plus puissant sur notre planète est celui produit par un volcan en éruption. Ce n'est pas sûr à 100%, mais les scientifiques pensent que l'éruption du Krakatoa en 1883 était probablement le son le plus intense que l'humanité ait jamais eu l'occasion d'entendre. Il a explosé avec une force énorme, détruit son île et libéré 20 millions de tonnes de soufre dans l'atmosphère. Des gens l'ont même entendu à 4800 km de distance. C'est comme si quelqu'un produisait un son à New York et que les gens l'entendaient jusqu'en Irlande. Le son peut prendre de nombreuses formes, mais les humains le connaissent surtout sous la forme d'ondes de pression qui se déplacent dans l'air. Le son se déplace plus lentement à travers les gaz lourds et l'air froid. Il se déplace plus rapidement dans les gaz plus légers, par exemple l'hélium. Il n'y a pas d'eau ni d'air dans l'espace, donc le son n'a rien à parcourir. Notre atmosphère est composée de 10 billions de billions d'atomes. C'est comme une soupe très épaisse et cela permet au son de se propager. Il n'y a que 10 atomes par mètre cube dans l'espace. Cela signifie que l'espace est vide et silencieux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'univers a entre 10 et 20 milliards d'années. Il est apparu à la suite du Big Bang. Cet événement ne fut pas l'explosion d'un point unique et précis de l'espace, mais plutôt l'apparition de l'espace même, partout dans l'univers et au même moment. À l'époque, l'univers était comme une boule de plasma chaud. Il était beaucoup plus épais qu'aujourd'hui et le son pouvait donc le traverser. En se développant, l'univers produisait des ondes de choc, et celles-ci, à leur tour, produisaient un grondement cosmique bien plus grave que ce que nos oreilles peuvent normalement entendre. Ce sont les tout premiers sons que l'univers a produits à l'époque où il était encore en formation. Les scientifiques les ont décodés et adaptés à nos oreilles. Avec le temps, l'univers s'étendait. Aujourd'hui, il est beaucoup plus grand, plus vide et plus silencieux. Mais c'est une bonne chose pour nous. Si le son se déplaçait facilement dans l'espace, nous entendrions constamment les explosions, les craquements, les rumeurs et autres sons que les corps spatiaux produisent en permanence. Le Soleil n'est pas silencieux. Ceci est le son des vibrations créées par ses diverses projections, éruptions et autres activités. Le Soleil crée des billions et des billions de watts d'énergie sonore. C'est comme une pulsation, un battement de cœur faible. Cela permet aux chercheurs de découvrir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil et de comprendre ses différentes couches. Si ces sons nous parvenaient sur Terre, ce serait comme d'entendre constamment un marteau-piqueur en marche. Si avec l'un de tes amis, vous vous promeniez sur la surface de la Lune, vous ne pourriez pas vous entendre parler. Pas d'air, pas de son. Mais cela ne veut pas dire que la Lune elle-même ne produit aucun son. Lorsque le premier vaisseau spatial s'est posé sur la Lune, il a provoqué des impacts qui ont ensuite donné lieu à des tremblements de Lune. Les scientifiques ont sauté sur l'occasion et mesuré les vibrations qui traversaient la Lune à ce moment afin de comprendre sa structure interne. Ils se sont rendus compte que les vibrations provoquées duraient plus longtemps que prévu, et plus longtemps que toutes les vibrations similaires sur Terre. C'était comme si ces tremblements de Lune produisaient un son de cloche. Lors d'un tremblement de terre, l'humidité du sol agit comme une éponge. Elle absorbe l'énergie des ondes qui se propagent jusqu'à ce que leurs effets prennent fin. C'est pourquoi on dit que c'est l'eau qui finit par arrêter un tremblement de terre. La Lune est sèche, comme un gros rocher compact. Les séismes lunaires sont moins intenses. Mais comme il n'y a pas d'eau pour les arrêter, les vibrations vont et viennent plus librement. La roche les arrête à un moment donné, bien sûr, et c'est à ce moment-là que le tintement s'arrête lui aussi. Voyons maintenant ce qu'il en est du son sur différentes planètes. Neptune, Uranus et Saturne sont principalement constitués d'hélium et d'hydrogène. Ces gaz sont bien plus légers que l'atmosphère de notre planète. Donc ta voix y serait généralement d'un son plus aigu.
Mais chaque planète a ses couches propres et cela fait une différence pour le son. Neptune a ses profondeurs obscures, Uranus ses nuages de méthane, mais elles sont toutes de glaciales, faites de gaz, et ont des particules de glace dans leur atmosphère. Saturne, qui est aussi une géante gazeuse, connaît des tempêtes violentes et furieuses. Titan, la plus grande lune de Saturne, est d'après ce que nous savons, la seule à posséder une véritable atmosphère. Elle est plus épaisse que celle que nous avons sur Terre, il y fait très froid et il y pleut du méthane liquide. En 2005, des scientifiques ont envoyé le vaisseau spatial Huygens enregistrer un son incroyable et qui te serait très familier. Le bruit du vent, mais à des milliards de kilomètres de nous, sur Titan. Si tu te trouvais sur cette lune, tu pourrais même entendre un son rappelant une chute d'eau. Mais en réalité, il s'agit de l'écoulement du méthane liquide. Passons à Jupiter. Elle n'a pas non plus de surface solide. Elle est faite d'un gaz qui devient plus dense à mesure que l'on s'enfonce dans ses profondeurs. À un moment donné, il se transforme même en liquide. Le son est différent dans chacune de ses couches. Jupiter est en fait une planète assez bruyante et elle produit des sons étranges comme d'intenses tempêtes radio accompagnées d'éclairs puissants. Si tu y étais, tu entendrais des échos d'échos allant et venant sans fin. Mars. Son atmosphère est beaucoup moins dense que celle de la Terre, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de molécules au travers desquelles le son peut se propager. Les vents peuvent y être assez violents, comme nos ouragans, mais sur Mars, ils donnent plutôt l'impression d'une douce brise. Tu n'entendrais pas forcément une tempête. Tu n'entendrais peut-être que les grains de poussière soulevés venant s'écraser sur ta combinaison spatiale. Dans cette atmosphère ténue, ta voix serait beaucoup plus faible et elle ne se propagerait pas loin. Quelqu'un pourrait être à côté de toi et crier et tu n'entendrais probablement rien. Dans un air peu dense, nos voix sont généralement plus aiguës, mais les températures froides, comme sur Mars, ralentissent le son et il s'équilibre à nouveau. Là-bas, ta voix aurait un son un peu distant et comme flou. Imagine que tu écoutes un instrument comme une guitare ou un piano. Ce serait comme une mélodie étouffée sortie d'un rêve. Le son sur Vénus est un peu à l'opposé de celui de Mars. Vénus a une atmosphère dense, beaucoup plus dense que la nôtre, quelque chose entre l'eau et l'air. Là-bas, tu entendrais des sons comme lorsque tu es sous l'eau. L'environnement y est peu différent avec ses 482 degrés Celsius et ses 100 tonnes de pression atmosphérique. Mais disons que si tu as une combinaison spatiale magique qui te protège, tu ne seras pas écrasé ou brûlé. Sur Vénus, tu entendrais le tonnerre. Il y a 40 ans, un engin spatial a atterri avec succès à sa surface et a réussi à tenir presque 1 heure avant de s'éteindre. Il a capté ces sons étonnants de vent puissant. Si tu te mettais à parler sur Vénus, ta voix serait d'abord plus grave à cause de l'atmosphère dense. Mais elle serait ensuite plus aiguë car l'air chaud augmente la vitesse du son. Elle serait un peu déformée et étouffée, tout comme le bruit du tonnerre autour de toi. Mercure est un corps rocheux sans atmosphère. Du coup, se tenir à sa surface et parler serait comme essayer de parler en flottant dans l'espace. Inutile. Ce sont des conditions de quasi-vide, ce qui pourrait nous faire penser qu'il n'y a aucun son sur Mercure. Pourtant, tu peux en entendre, mais pas dans l'air. C'est dans les pierres. Pose ton oreille contre le sol. Peut-être qu'un séisme se prépare. L'univers est entièrement interconnecté par la lumière. La lumière peut aller n'importe où, depuis n'importe quel point de l'espace, mais pas le son. Donc, non seulement nous avons une planète qui permet la vie, mais elle offre aussi tout un éventail de sons différents. Même sans nous, la Terre ne serait pas silencieuse. Une légère brise caressant doucement la cime des arbres, des tremblements de terre, des volcans, des déserts. L'océan avec ses vagues à la surface et ses bruits effrayants dans les profondeurs. Là-haut, c'est un mystère muet, mais ici-bas, c'est vraiment magique. Tu es dans un avion en direction d'une convention d'astronomie importante quand tu vois par la fenêtre une grande silhouette qui éclipse tout le soleil. Tu recraches tout ton café et tout le monde dans l'avion regarde dehors en état de choc. Tu remarques alors qu'elle a des anneaux comme Saturne. Tu devais te rendre au Japon mais tu es obligé d'atterrir en Californie. Dès que tu atterris, tu regardes vers le ciel et tu vois d'autres structures géantes ressemblant à des planètes qui flottent dans le ciel. Tout le monde prend des photos et essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, tu remarques une énorme boule de feu qui s'écrase près de l'aéroport. Tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et par chance, la boule se retrouve au milieu de la piste, sans personne autour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a désormais plus de piste pour que les avions puissent atterrir. Tout le monde se regroupe pour se mettre à l'abri, et d'autres gros objets apparaissent dans le ciel.
Toutes les communications ont cessé ou sont devenues inopérantes car ces gros objets ont détruit tous les satellites. Certains scientifiques à proximité mentionnent que ces objets sont les planètes du système solaire, qui se trouvent maintenant à la même proximité que notre Lune. Mercure et Vénus ressemblent à des lunes, mais Saturne occupe une grande partie du ciel. Tu dis à ces scientifiques que tu es astronome. Ils t'invitent à les rejoindre pour un voyage en Antarctique, à la station d'observation du pôle Sud. Ils ont besoin de tous les cerveaux possibles pour les aider à résoudre ce mystère. Tu montes sur un bateau dont le cap est réglé sur l'Antarctique. Les vagues sont extrêmement agitées pour un jour si peu orageux. Tu arrives finalement sur le continent après quelques jours et tu dois monter sur une motoneige jusqu'à la station Amundsen Scott du pôle Sud. Là-bas, tu retrouves un groupe de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu n'étais pas préparé à ces températures glaciales en plein mois de juillet. Tu arrives à la station et tu vois tous tes collègues scientifiques qui courent partout avec de la paperasse et qui débitent des trucs sur des planètes en orbite autour de notre atmosphère. Tu arrives dans la salle de conférence où la directrice de recherche t'explique ce qui se passe. Une à une, les planètes se rapprochent de nous jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec la Lune. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Vénus est arrivée la première et maintenant Saturne se rapproche. La Lune se trouve à environ 386 km de la Terre et elle affecte les marées des océans et des mers par son attraction gravitationnelle. L'eau étant moins dense que la Terre, on peut voir les marées changer. Les grandes marées se produisent donc lorsque la Terre est attirée vers la Lune. Et comme les autres planètes se rapprochent de la Terre, l'attraction gravitationnelle change de façon erratique. Dans quelques heures, Saturne sera à la même distance que notre Lune. Tu te diriges vers le grand télescope et tu observes les planètes. Un avion ou un hélicoptère ne sera pas en mesure de voler correctement et ne disposera pas de la technologie radar appropriée pour l'y aider. Tu continues à observer et remarques que Mars se rapproche de la Terre. Tu entends aux infos que les raz-de-marée s'enchaînent en ce moment et que certaines îles sont même emportées par les eaux. Heureusement qu'elles ont été évacuées avant. Avec Mars qui se rapproche, tu remarques que Neptune se rapproche également. Tu peux sentir la gravité de la Terre fluctuer à chaque pas que tu fais. Tu partages tes découvertes avec la directrice de recherche. La seule solution pour survivre semble être de construire rapidement des bunkers, loin des océans et des mers, qui puissent accueillir de nombreuses personnes avant que les autres planètes ne soient trop proches. Une équipe d'ingénieurs arrive et entame la construction. Des vagues successives de survivants arrivent et s'installent dans ces bunkers pratiquement construits en une nuit. À chaque heure, de nouvelles planètes se rapprochent. Mars et Neptune se sont déjà installés avec Mercure, Vénus et Saturne. Pluton et Uranus sont maintenant visibles à l'œil nu et font leur chemin vers la Terre. L'attraction gravitationnelle devient complètement incontrôlable. La neige dans le désert de l'Antarctique reste en suspension pendant plusieurs secondes lorsque quelqu'un marche dessus. Tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est maintenant la nuit, mais le ciel n'est pas aussi sombre que d'habitude. Les planètes réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que notre Lune. Elle est à peine visible maintenant. En multipliant les observations, on remarque que des comètes et des météorites volent très près de notre atmosphère. Certaines s'écrasent même sur Mars et Neptune. Tout le monde peut le voir depuis la Terre. D'autres débris spatiaux se retrouvent également dans l'atmosphère terrestre. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Les planètes semblent maintenant orbiter autour de Saturne. Tu vérifies tes calculs et tu découvres que les positions de ces planètes sont maintenant alignées avec son orbite. C'est parce qu'elle possède la plus grande masse de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace, certaines aussi grandes que des autobus et d'autres aussi petites que des cailloux. Mais elles s'écrasent toutes et interfèrent avec les autres planètes. Personne ne peut sentir le changement d'orbite au début, mais petit à petit c'est le cas. Avec ce phénomène, les tremblements de terre et les volcans sont inévitables. C'est pourquoi tout le monde fait ses bagages et est prêt à fuir, toi y compris. L'Antarctique a des dizaines de volcans cachés sous ses glaces. Certains sont souterrains, tandis que d'autres se trouvent tout juste à la surface. L'attraction gravitationnelle de Saturne est beaucoup plus forte que celle de la Terre sur la Lune. Le noyau interne réagira donc beaucoup plus intensément et déclenchera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout le monde fait ses bagages très rapidement et se dirige vers les hélicoptères pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Les hélicos ont été conçus pour suivre une trajectoire directe sans avoir besoin de radar pour les guider. Tu arrives au sud de l'Afrique, qui est en grande partie recouvert d'eau. L'hélico t'emmène plus près du centre. Puis, tu te rends dans le désert du Sahara. Une surface plane, sans rien autour, sera la meilleure option pour votre sécurité. Mais tu regardes dans le ciel et tu vois une autre planète qui se rapproche. C'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Elle s'approche rapidement. De nombreuses autres planètes lui font automatiquement de la place, y compris Saturne. Tu es sur la route du Sahara, même s'il faudra des jours pour l'atteindre en voiture.
Le ciel est sombre pendant la journée car la plupart des planètes bloquent le ciel. Tu arrives finalement dans le désert du Sahara avec d'autres scientifiques et, à ta grande surprise, une ville entière a été érigée en un mois seulement, lorsque les planètes ont commencé à apparaître. Tu t'installes dans ton dortoir mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Quelques jours plus tard, Jupiter pénètre dans l'atmosphère et nous éclipse complètement. Cependant, la Terre est maintenant en rotation autour d'elle. Et c'est beaucoup plus rapide que de tourner autour du Soleil, puisque Jupiter est plus petite. Mais comme Saturne est aussi grande, la Terre est balancée d'orbite en orbite, comme deux personnes jouant à un jeu de raquettes. Ainsi, avec ce phénomène, les habitants de la Terre expérimentent des forces gravitationnelles différentes de temps en temps. Les raz-de-marée deviennent de plus en plus forts, et des volcans entrent en éruption partout. Comme le noyau de la Terre se réchauffe, la température sur Terre change également. Et avec un manque de lumière solaire la plupart du temps, une grande partie de la vie végétale a du mal à suivre. Les récoltes sont plus difficiles à cultiver avec la lumière naturelle du soleil. Les gens se tournent donc vers l'éclairage artificiel et les serres. Les voyages aériens et spatiaux sont impossibles. La station spatiale internationale est complètement détruite ainsi que les satellites en orbite dans l'espace. C'est pourquoi ni les téléphones portables ni Internet ne peuvent fonctionner. La gravité est encore plus dysfonctionnelle que jamais. 6 mois plus tard, l'humanité a retrouvé un moyen de faire face à cette nouvelle normalité. Mais les choses sont constamment en train de changer. Le nombre d'heures dans une journée a changé ainsi que les jours qui composent une semaine. Auparavant, on mesurait ce nombre avec les phases de la Lune. Un mois correspondait à la Lune dans toutes ses phases, d'une nuit sans Lune à la pleine Lune et ainsi de suite. Mais la Lune de la Terre a disparu dans ce chaos planétaire.